Bonjour la francophonie du cloud. Nous allons parler dans cet épisode d'une nouvelle région qui est annoncée, de services qui étaient en preview, qui deviennent généralement disponibles, et puis de 3 nouveaux services, que ce soit pour déployer vos containers, pour migrer vos applications ou pour analyser vos données. Le podcast AWS en français, c'est parti. Bienvenue, bonjour, nous sommes vendredi aujourd'hui, le 28 mai, et comme d'habitude, nous allons parler des nouveautés des 2 dernières semaines. J'en ai sélectionné 6 pour vous. La première, elle va être courte et brève, c'est juste une annonce d'une nouvelle région. Vous savez que ce sont les régions là où vous pouvez déployer vos applications, vos workloads, vos données. Nous avons 25 régions à l'heure actuelle dans le cloud AWS, et puis il y a 5 ou 6 régions qui sont en cours de fabrication, en cours de montage, en Indonésie, en Inde, en Australie, pour parler de ce côté-là du monde. De l'autre côté, plutôt en Europe ici, il y a également la Suisse et l'Espagne qui ont déjà été annoncés. On rajoute à cette liste les Émirats Arabes Unis, où la région devrait arriver en 2022. Nouveauté dans le monde des applications web avec Amplify. Vous savez, Amplify, c'est ce framework, cet outil. C'est difficile de définir Amplify en une phrase. C'est 3 choses, Amplify. C'est une ligne de commande qui vous permet de provisionner des services dans le cloud pour vos applications web ou mobiles. Donc de générer de l'infrastructure pour vous extrêmement facilement. Mais c'est aussi une librairie, un SDK pour vos applications web et mobiles qui vous permettent à vos applications d'accéder à cette infrastructure que vous avez provisionnée de façon extrêmement simple. Et puis c'est également une console de déploiement et de CI/CD pour vos applications web, Amplify console. Alors c'était en preview depuis quelques semaines. Amplify Server-Side Rendering, vous savez, c'est cette technique qui consiste à générer de l'HTML côté serveur. C'est un peu le bon retour aux pages JSP de ma jeunesse, ou en tout cas du début de ma vie professionnelle, ou ASP dans le monde Microsoft. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites une application web React, il y a du JavaScript qui tourne dans le navigateur de vos clients, et c'est ce JavaScript qui compose le DOM HTML, donc la page HTML, en faisant des appels API sur le serveur. Mais parfois, vous voulez servir la même page à plusieurs utilisateurs, et donc ça n'a pas vraiment de sens que chaque utilisateur soumette des appels à vos API. Ça génère une charge sur vos API qui n'est pas nécessaire. Imaginez un site de news par exemple, où ce sont les mêmes news, la même météo qui est délivrée à tous vos clients. Et donc pour ces cas d'utilisation-là, ça a quand même du sens, comme on le faisait avant, de générer les pages sur le serveur et de les cacher pour une période de temps, quelques minutes ou quelques heures, en fonction du type d'information que vous souhaitez cacher. Et dans le monde de React, ça se fait avec du server-side rendering, donc le JavaScript s'exécute sur le serveur, les appels d'API se font sur le serveur, et c'est l'HTML brut qui est retourné au client. Et bien, dès à présent, vous pouvez maintenant utiliser du server-side rendering, typiquement avec la librairie next.js, sur vos applications Amplify. L'exécution va se faire sur des lambda on edge, donc au bord du réseau, côté CloudFront, au plus proche de vos utilisateurs, et ça veut dire que le résultat peut être caché, mis en cache dans le cache CloudFront, de manière à ne pas régénérer la page pour tous les utilisateurs. Donc si vous développez React, si vous avez ce besoin-là de faire de la génération d'HTML côté serveur, regardez Next.js, et si vous connaissez déjà Next.js, regardez Amplify Server-Side Rendering, qui était disponible en preview, qui est maintenant GA. GA, ça veut dire Generally Available, disponible pour tout le monde. C'est le cas également des extensions d'AWS Lambda. Donc des extensions AWS Lambda, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouvel API, une nouvelle SPI pour Lambda, qui vous permet d'interagir avec le cycle de vie d'une Lambda fonction. Donc vous pouvez enregistrer des callbacks qui seront appelés à différents moments du cycle de vie d'une fonction Lambda. Donc au moment où elle est déployée, avant d'être exécutée, après avoir exécuté, etc. Alors en général, ce sont des partenaires, des éditeurs logiciels qui utilisent des extensions, par exemple pour aller rajouter des hooks, pour rajouter du monitoring, du logging, mais vous pouvez écrire vos propres extensions également. Je pense à un use case auquel j'ai discuté avec un client récemment sur les réseaux sociaux, de pouvoir retourner une valeur. Donc la fonction lambda retourne une valeur. Aujourd'hui, la fonction lambda, elle s'arrête après avoir retourné une valeur. Et mon client me disait, mais j'aimerais bien, moi, continuer l'exécution un tout petit peu. Par exemple, le temps d'envoyer des logs à un système. Il n'y a pas besoin de faire ça
avant de retourner la réponse. Je peux retourner ma réponse, comme ça le client a sa réponse, mais en background, j'aimerais bien continuer encore quelques millisecondes pour faire quelques appels d'API ou du cleanup. C'est le genre de choses que vous pouvez faire sur des fonctions AWS Lambda maintenant avec Lambda Extension. Donc vous pouvez renvoyer quelque chose à votre client et puis déclencher du code qui va faire le cleanup de la fonction, qui va par exemple envoyer des logs à CloudWatch. Les Lambda Extension avaient été annoncés il y a quelques mois déjà. Je pense ne pas dire de bêtises si je dis que ça a été annoncé à reInvent l'année passée, et elles sont maintenant généralement disponibles. Je vous avais parlé de 3 nouveaux services. Commençons avec le premier. Il concerne les containers, un tout nouveau service qui s'appelle AWS App Runner, qui permet de créer des containers dans le cloud, de déployer des containers pour être plus précis. Le service s'occupe de tout, donc de déployer vos containers. Il gère l'infrastructure sous-jacente, il crée un load balancer, il enregistre un nom de domaine, il s'occupe des certificats SSL, etc. Donc c'est vraiment extrêmement simple pour déployer vos applications containerisées. Vous pouvez partir soit d'un registry de container, donc un container qui a déjà été publié sur un registry comme Docker Hub ou évidemment le registry d'AWS, soit vous partez même d'un source code repository comme GitHub, où vous avez juste votre projet avec vos Docker files et AppRunner va consommer cela, créer vos containers et les déployer pour vous avec un minimum de clics dans la console. Le seul choix que vous avez à faire essentiellement, c'est la taille du container, donc combien de vie CPU et quelle mémoire. Vous avez quelques réglages aussi pour l'autoscaling, les health checks, la sécurité, etc. Et c'est tout. Et puis vous lancez vos containers. C'est un prix par heure qui dépend de la taille des CPU, donc la consommation du CPU. Sur la page de pricing, dont je vous mets les liens dans les notes du podcast, vous trouverez quelques exemples de pricing pour un déploiement de production ou un déploiement de développement. On parle de quelques dizaines de dollars par mois. Alors vous allez peut-être vous dire, oui, mais il y a déjà ECS et EKS qui permettent de déployer des containers. C'est quoi la différence? Et vous avez bien raison de vous poser la question. À haut niveau, et sans rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps dans ce podcast-là, mais disons qu'avec ECS, EKS, vous avez entièrement contrôle sur la manière dont les containers vont interagir entre eux, sur le réseau entre les containers. Vous avez toute la puissance de configuration de Kubernetes, par exemple, avec EKS, pour définir les liens entre vos containers. Pour 80% des applications, c'est pas nécessaire, c'est une complexité qui n'est pas nécessaire et donc vous pouvez vous abstraire en utilisant AWS App Runner. Donc AWS App Runner, si vous voulez déployer vos containers dans le cloud de façon extrêmement simple. Un autre service qui a été lancé cette semaine ou la semaine passée, c'est Application Migration Service, donc un service qui vous aide à migrer vos virtual machines de on-prem ou d'un autre cloud vers le cloud AWS. Alors traditionnellement, ça se faisait avec Cloud Endure, qui était une société que nous avions rachetée il y a quelques temps. J'avais fait des vidéos et des podcasts sur Cloud Endure. Cloud Endure est toujours utilisé, mais plutôt dans les cas de disaster recovery. Donc vous voulez avoir une copie de votre production dans une autre région pour pouvoir faire une bascule relativement facile en cas de désastre. Donc on continue Cloud Endure dans ces cas de disaster recovery. Pour la migration, on a repackagé Cloud Endure sous un nouveau nom. Ça s'appelle maintenant AWS Application Migration Service, AMS. Donc vous pouvez imaginer AMS comme la nouvelle version de Cloud Endure pour les cas d'utilisation de migration. Comment ça marche si vous n'avez jamais utilisé Cloud Endure? C'est extrêmement simple. Vous définissez quelles sont l'infrastructure de cible, donc le type d'instance que vous voulez créer dans le cloud. Vous installez un tout petit agent sur les machines sources, sur ce que vous voulez migrer, que ça soit on-prem, dans un autre cloud ou même dans une autre région d'AWS, et cet agent va faire une copie bloc, donc binaire, bloc par bloc de vos disques durs, de vos stockages, de vos volumes EBS, vers le cloud. Donc c'est une copie binaire. Combien de temps va prendre la copie? Ça dépend de la taille de ces volumes et de l'activité d'écriture qu'il y a sur ces volumes. Mais avec une très faible latence, vos volumes cloud vont être synchronisés par rapport à vos volumes on-prem. Et donc vous avez une infrastructure cloud qu'on appelle une infrastructure de staging, d'essai, que vous pouvez essayer. Et une fois que vous êtes content avec cette infrastructure, vous définissez le
cut-off, c'est-à-dire on arrête la synchronisation à partir de on-prem, et cette infrastructure de staging que vous avez dans le cloud devient l'infrastructure de production. Donc très 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 simple pour migrer des virtual machines depuis on-prem ou depuis un autre cloud vers le cloud AWS avec AWS Application Migration Service, AMS, qui est la nouvelle face, le nouveau nom, le nouveau packaging d'un service que vous connaissiez peut-être déjà avant, qui est Cloud Ender. Enfin, dernière nouveauté pour cette semaine, un nouveau service également autour de l'analytique et du streaming de données avec Amazon Kinesis Data Analytics Studio. Ça fait des noms un peu longs à prononcer. Kinesis, si vous ne connaissez pas, c'est le service de streaming de données d'AWS, donc un service entièrement managé qui vous permet de recevoir et de traiter de gros volumes de données en streaming. Par exemple, des click-flow, des suites de clics dans une application web, des logs, ou des données générées par des capteurs. Pensez au cas d'utilisation de l'IoT. Donc Kinesis, c'est cet énorme buffer qui reçoit, qui ingère vos données et sur lequel vous devez écrire une application ou connecter des consommateurs de données pour aller extraire les données et les déplacer vers quelque chose d'autre, comme Amazon S3 par exemple. Et souvent, avant de traiter les données ou même avant de commencer à écrire des applications pour manipuler les données, on aimerait bien un peu les manipuler de façon interactive, ces données. On aimerait bien avoir une console, un outil graphique, un environnement dans lequel on peut expérimenter, tester les données avant d'écrire des applications. Et bien, c'est exactement ce que fait Amazon Kinesis Data Analytics Studio. Vous choisissez votre data stream, vous demandez de créer un studio, et un studio, en fait, c'est un Jupyter Notebook qui va être démarré pour vous, entièrement managé, évidemment. On utilise en dessous, je retrouve mes notes, on utilise en dessous Apache Zeppelin pour vous donner un environnement dans lequel vous pouvez taper des commandes SQL par exemple, et Apache Flink pour la connexion avec les sources de données. Donc en quelques clics, vous démarrez cet environnement, ce notebook, et vous recevez une interface graphique dans laquelle vous pouvez soit faire des analyses en SQL avec Apache Zeppelin, soit en Python, soit en Scala. Donc vous avez le choix de 3 différents langages de programmation, je vais dire, enfin même si SQL c'est plutôt un langage de query, pour interroger vos données, visualiser vos données également, créer des graphes, notamment avec Apache Zeppelin. Vous pouvez créer des graphes pour avoir un sens de la qualité des données, du type de données qui se trouvent dans votre stream. Une fois que vous êtes content avec votre application, avec vos queries, en un clic, vous pouvez les déployer comme étant une application Kinesis et ainsi exporter de Zeppelin une application Kinesis que vous pouvez ainsi déployer en production. Donc ce service, vous l'avez compris, se base sur des versions open source, Apache Zeppelin et Apache Flink. Nous collaborons évidemment avec les deux communautés en contribuant à des bug fixes également, en contribuant aux différents connecteurs pour s'interfacer avec les autres services AWS que nous faisons, mais on travaille également avec la communauté Apache Flink pour contribuer à des améliorations en matière de haute disponibilité, la classification des erreurs au runtime, enfin, bref, ajouter des fonctionnalités à ces projets open source que nous utilisons dans nos produits. Et bien voilà, c'était la revue des actualités, des nouveautés d'AWS pour ces 2 dernières semaines de mai. Rendez-vous vendredi prochain pour un prochain podcast AWS en français. J'accueillerai la startup Packet AI dans le podcast de la semaine prochaine. Passez un bon week-end, profitez-en bien, soyez prudents, codez bien et rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.